Je n'aurais jamais pensé qu'un appel téléphonique depuis un lit d'hôpital serait le moment où je verrais enfin ma mère telle qu'elle était vraiment. L'impact est venu de nulle part. Une seconde, je conduisais pour rentrer de l'épicerie, fredonnant au son de la radio, et la suivante, il y a eu le bruit écœurant du métal qui s'écrase, le coup explosif de l'airbag, et puis rien d'autre qu'un silence bourdonnant. Je ne me souviens pas de grand-chose après cela. Juste des flashs. Les ambulanciers coupant ma ceinture de sécurité. Les lumières aveuglantes de l'ambulance. La douleur aiguë et lancinante dans mes côtes chaque fois que j'essayais de respirer. Au moment où ils m'ont amené à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, j'étais consciente mais je tenais à peine le coup. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Mais il n'y avait qu'une seule chose dans mon esprit, ma fille, Sophie. Elle n'avait que 8 semaines, elle était à la maison avec une babysitter qui était censée partir à 17h. Il était déjà 16h30, et je n'avais aucune idée de quand je sortirais d'ici. J'avais besoin de ma mère. Mes doigts ont tâtonné alors que je cherchais son contact. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allez, maman. Réponds. Allô? Sa voix était légère, presque enjouée. Maman, ai-je haleté. Et même ce simple mot a envoyé une pointe de douleur à travers ma poitrine. J'ai eu un accident. Je suis à l'hôpital. J'ai besoin que tu viennes chercher Sophie. Il y a eu une pause. Pas le genre de pause où quelqu'un digère une nouvelle choquante, mais le genre où l'on est agacé d'être interrompu. Un accident? Est-ce que tu vas bien? Je ne sais pas encore. Ils font des tests. Mais maman, la babysitter doit partir bientôt. Et Marc est à Marseille pour cette conférence. J'ai besoin que tu ailles à la maison et que tu restes avec Sophie jusqu'à ce que je sache ce qui se passe. Une autre pause. Plus longue cette fois. Valérie, je suis à mon cours de poterie en ce moment. Nous sommes au milieu de l'émaillage, et le temps de four est déjà réservé. Ne peux-tu pas appeler quelqu'un d'autre? J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Maman, je viens d'avoir un accident de voiture. Je suis aux urgences. J'ai besoin que tu aides ta petite fille. Je comprends cela. Mais honnêtement, Valérie, tu as toujours ces urgences. Ta sœur ne m'appelle jamais au milieu de la journée avec des drames. Elle gère sa vie sans crise constante. Les mots ont frappé plus fort que l'airbag ne l'avait fait. J'ai fixé les dalles du plafond, comptant les petits trous dedans, essayant de traiter ce que j'entendais. Maman, ce n'est pas un drame. Quelqu'un a brûlé un feu rouge et a percuté ma voiture sur le côté. Je suis blessé. Je ne sais pas encore à quel point. Et mon bébé de 8 semaines est à la maison avec une babysitter qui part dans 30 minutes. Eh bien, qu'en est-il des parents de Marc? Ils vivent plus près de toute façon. Ils sont à Nantes pour rendre visite à la tante de Marc. Maman, s'il te plaît. Je te demande de m'aider. Elle a soupiré. Elle a réellement soupiré. Comme si je lui demandais de réorganiser sa vie entière au lieu de simplement quitter un cours de poterie. Très bien, mais je ne peux pas rester longtemps. J'ai prévu de dîner avec Karine ce soir, et tu sais comment elle devient si les gens sont en retard. La ligne a été coupée. Je suis resté allongé là, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'essayais de comprendre comment ma mère pouvait entendre que j'avais eu un grave accident de voiture et semblait plus dérangée qu'inquiète. Une infirmière est entrée pour prendre mes signes vitaux, puis une autre pour me dire qu'il m'emmenait passer un scanner. Pendant tout ce temps, mon esprit ne cessait de repasser la conversation. Ta sœur ne m'appelle jamais avec des drames. Elle gère sa vie. Manon, bien sûr. La parfaite, belle et prospère Manon, qui ne pouvait rien faire de mal. Au moment où ils m'ont ramené du scanner, il était près de 18h. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de la babysitter et des messages vocaux de plus en plus frénétiques disant qu'elle devait partir. Je l'ai rappelé avec des mains tremblantes. Je suis tellement désolé, Émilie. Ma mère devrait être là d'une minute à l'autre. Madame Martin, je dois vraiment partir. J'ai un examen partiel à 19h. Je sais, je sais. Juste s'il vous plaît, 5 minutes de plus. Elle a accepté, mais je pouvais entendre la frustration dans sa voix. Et je ne la blâmais pas. Ce n'était pas son problème. C'était le mien.
Ou plutôt, c'était celui de ma mère. 10 minutes plus tard, Émilie a rappelé. Votre mère n'est pas encore là. Je dois vraiment, vraiment partir. La panique m'a serré la gorge. Pouvez-vous s'il vous plaît attendre juste un peu plus longtemps? Je vous paierai le double pour le temps supplémentaire. Je ne peux pas rater cet examen. Je suis désolé. La ligne a été coupée. J'ai fixé mon téléphone, me sentant complètement impuissante. Ma fille de 8 semaines était seule dans la maison. Ma mère était apparemment plus préoccupée par son cours de poterie et ses projets de dîner que par sa propre petite fille, et j'étais allongé dans un lit d'hôpital, incapable de faire quoi que ce soit à ce sujet. C'est alors que j'ai entendu la voix. Valérie? J'ai tourné la tête, grimaçant de douleur. Et il était là. Grand-père Jean, 82 ans, cheveux argentés, yeux bruns chaleureux, debout dans l'encadrement de la porte de ma chambre d'hôpital comme une sorte d'ange gardien. Grand-père, qu'est-ce que tu fais ici? Il a marché jusqu'à mon chevet, le visage plissé par l'inquiétude. Ta voisine, Madame Lefebvre, m'a appelé. Elle a dit qu'elle avait vu l'ambulance t'emmener et pensait que quelqu'un devrait savoir. Je suis arrivé aussi vite que j'ai pu. Il a fait une pause, observant les moniteurs, la perfusion, les bandages. C'est grave, ma chérie? Je ne sais pas encore. Commotion cérébrale, c'est sûr. Peut-être quelques côtes cassées. Mais grand-père, Sophie est seule à la maison. La baby-sitter a dû partir. Et maman, elle. Ma voix s'est brisée. Je ne pouvais pas finir la phrase. Son expression s'est durcie d'une manière que j'avais rarement vue. Ta mère n'est pas là-bas? J'ai secoué la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Où est-elle? Cours de poterie. Puis dîner avec une amie. Les mots avaient un goût amer. Elle a dit que j'avais toujours des urgences. Que Manon n'appelle jamais pour des drames. La mâchoire de grand-père Jean s'est contractée. Il a sorti son téléphone. C'est quoi ton adresse déjà, chérie? Je la lui ai dite, et il se dirigeait déjà vers la porte. Je vais chercher Sophie tout de suite. Ne t'inquiète de rien. Grand-père, tu n'es pas obligé de. Si, je le suis. Il s'est retourné vers moi, et il y avait de l'acier dans ses yeux. Quelqu'un aurait dû être là à la seconde où tu as appelé. Je serai bientôt de retour avec ta petite fille. Il est parti, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas à cause de l'accident. À cause de la réalisation que mon grand-père de 82 ans, qui vivait à 40 minutes de là, avait tout laissé tomber pour m'aider, alors que ma mère, qui vivait à 15 minutes, ne pouvait pas prendre la peine de quitter son cours de poterie. Fidèle à sa parole, grand-père Jean était de retour en moins d'une heure, bébé Sophie emmitouflée dans ses bras. Elle dormait paisiblement, complètement inconsciente du chaos. Il avait apporté le sac à langer, des vêtements de rechange, des biberons, tout ce que j'aurais emballé moi-même. Elle est parfaite, a-t-il dit doucement, ajustant la couverture autour d'elle. Elle ne s'est même pas réveillée quand je l'ai déplacée du berceau. Merci, ai-je chuchoté. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si. Tu n'as pas à me remercier. C'est ce que fait la famille. Le médecin est entré à ce moment-là avec mes résultats, commotion cérébrale, 3 côtes fissurées, des ecchymoses sévères, mais rien qui ne guérirait pas. Il voulait me garder pour la nuit en observation. Grand-père Jean a immédiatement dit qu'il resterait avec Sophie chez moi, et qu'il avait déjà appelé grand-mère Rose pour qu'elle apporte quelques affaires. Et pour maman, ai-je demandé, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. Je l'ai appelée, je lui ai dit où j'étais et ce que je faisais. Elle a dit qu'elle essaierait de passer demain après son rendez-vous chez le coiffeur. Essaierait de passer. Après son rendez-vous chez le coiffeur. J'ai fermé les yeux, sentant des larmes s'échapper malgré mes meilleurs efforts pour garder mon calme. Cette nuit-là, pendant que grand-père Jean s'occupait de Sophie à la maison, je suis resté allongé dans ce lit d'hôpital à penser aux 10 dernières années. À tout ce que j'avais fait pour ma famille, tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais donné. Et j'ai pensé à l'argent. Quand j'avais 19 ans, fraîchement sorti du lycée, ma grand-mère du côté de mon père est décédée. Elle m'a laissé sa maison, un modeste 2 chambres dans l'est de Paris qu'elle avait acheté il y a des décennies pour presque rien. Au moment où j'en ai hérité, cette maison valait presque 700 000 €. Je l'ai vendue, j'ai investi la majeure partie de l'argent,
et j'ai utilisé le reste pour démarrer une petite entreprise de marketing numérique. À l'âge de 21 ans, mon entreprise était florissante. Je gagnais bien ma vie, plus que la plupart des gens de mon âge. Et c'est là que maman a commencé à demander de l'aide. Juste un petit peu au début. 350 € ici pour les impôts fonciers, 700 € là pour un nouveau toit. Puis papa a été licencié de son emploi à l'usine de fabrication, et soudain les demandes sont devenues plus importantes. Pouvais-je aider avec l'hypothèque? Juste pour quelques mois jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de nouveau. Quelques mois se sont transformés en 1 an, puis 2 ans. Puis c'est juste devenu normal. J'avais 22 ans quand j'ai commencé à leur envoyer 2400 € chaque mois, assez pour couvrir leur hypothèque, leur paiement de voiture, leur assurance. Papa a finalement retrouvé du travail, mais les paiements n'ont jamais cessé parce qu'à ce moment-là, il s'était habitué au mode de vie. Manon était à l'université à ce moment-là, prenant tout son temps avec un diplôme de premier cycle de 6 ans en histoire de l'art. Maman et papa ne pouvaient pas se permettre de l'aider, disait-il, mais moi je le pouvais. Alors, j'ai commencé à envoyer 700 € supplémentaires par mois pour les dépenses de Manon, loyer, courses, argent de poche. Quand j'ai eu 26 ans, Manon a obtenu son diplôme et est revenue vivre à la maison. Elle a obtenu un emploi à temps partiel dans une galerie, au salaire minimum. Elle a dit qu'elle se cherchait et avait besoin de se concentrer sur son article. Maman et papa soutenaient cela pleinement. Ils l'ont même aidé à louer un atelier en centre-ville. Sauf que, aider, signifiait que je payais pour cela. Encore 550 € par mois. Je me suis marié quand j'avais 26 ans. Marc savait que j'aidais mes parents financièrement, mais il ne savait pas combien. Je lui ai dit que je leur envoyais quelques centaines d'euros par mois. Il trouvait ça gentil que je les aide. Il ne savait pas qu'une partie importante des revenus de mon entreprise allait directement vers eux. Les paiements ont continué. 2400 € pour la maison, 700 € pour les dépenses de Manon, 550 € pour son atelier, 350 € ici et là pour des urgences, de nouveaux appareils électroménagers, des réparations de voitures. Des factures médicales qui n'étaient pas vraiment si chères mais qui étaient apparemment au-delà de leurs moyens. J'ai payé pour les vacances de maman au Mexique. J'ai payé pour le nouveau bateau de pêche de papa. J'ai payé pour le voyage de Manon en Europe, celui où elle avait besoin de voir du vrai art, pour inspirer sa pratique. En 10 ans, j'ai calculé une fois tard dans la nuit quand je ne pouvais pas dormir, je leur avais donné plus de 300 000 €. 300 000 €. Et ma mère ne pouvait pas quitter son cours de poterie quand j'étais à l'hôpital. Le lendemain matin, Marc est revenu de Marseille par avion à la seconde où il a reçu mes messages. Il a fait irruption dans ma chambre d'hôpital, pâle et terrifié, et m'a tiré dans ses bras aussi prudemment qu'il le pouvait avec mes blessures. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. Tu travaillais. Ta mère m'a appelé ce matin. Elle a dit que je devais prendre de meilleures dispositions pour Sophie parce qu'elle ne pouvait pas toujours être disponible au pied levé. Il s'est reculé, confus. Valérie, elle a fait croire qu'elle avait couru toute la nuit pour nous aider. Mais quand je suis arrivé à la maison, ton grand-père était là. Il a dit que c'était lui qui s'était occupé de tout. J'ai pris une profonde inspiration, ce qui m'a fait mal, et je lui ai dit la vérité. Tout. Le cours de poterie, les projets de dîner, les commentaires sur Manon n'ayant jamais d'urgence, grand-père Jean traversant la ville pour secourir Sophie alors que ma mère se plaignait de mes drames constants. L'expression de Marc est passée de confuse à en colère, puis à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. Elle a vraiment dit ça pendant que tu étais à l'hôpital. J'ai hoché la tête. Il s'est assis lourdement sur la chaise à côté de mon lit. Valérie, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Mon estomac s'est serré. D'accord. Combien d'argent envoies-tu à tes parents? La pièce a semblé très petite soudainement. Quoi? Je voulais te le demander depuis un moment maintenant. Je sais que tu les aides, mais notre compte joint n'a pas beaucoup changé depuis que tu as démarré ton entreprise. Tu gagnes bien ta vie. Je sais que c'est le cas. Ta liste de clients est impressionnante, mais c'est comme si cet argent disparaissait simplement. Alors, où va-t-il? Je ne pouvais pas le regarder. Je leur envoie un peu d'argent chaque mois. C'est combien, un peu?
2 400 € pour leur hypothèque et leur facture. Il est resté silencieux un moment. C'est beaucoup, mais d'accord. Ce sont tes parents. C'est tout? J'envoie aussi de l'argent à Manon. Environ 700 € par mois. Ta sœur, celle qui vit à la maison et a un emploi. Elle se cherche. La galerie ne paie pas beaucoup, d'accord? Sa voix était tendue. Autre chose? Son atelier. 550 € par mois. Marc s'est levé, a passé ses mains dans ses cheveux. Donc, tu leur envoies plus de 3500 € chaque mois? Parfois plus s'il y a des urgences? Urgence. Il a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Environ 10 ans. Il a fait le calcul dans sa tête. J'ai regardé son visage devenir pâle. Valérie, c'est plus d'un tiers de million d'euros. 300 000 € environ, peut-être un peu plus. 300 000 €. Il l'a dit lentement, comme s'il essayait de donner un sens aux chiffres. Tu as donné à tes parents et à ta sœur 300 000 €, et ta mère ne voulait pas quitter son cours de poterie quand tu as eu un accident de voiture? L'entendre le dire à voix haute a rendu la chose encore pire. Je ne savais pas comment arrêter, ai-je chuchoté. C'est ma famille. Je suis ta famille. Sophie est ta famille. Nous sommes censés passer en premier, Valérie. Sais-tu ce que nous aurions pu faire avec cet argent? Nous aurions pu rembourser notre hypothèque complètement. Nous aurions pu mettre en place un énorme fonds d'études pour Sophie. Nous aurions pu prendre notre retraite plus tôt. Il s'est rassis, sa colère se dégonflant en quelque chose de plus triste. Mais au lieu de cela, tu as soutenu le mode de vie de tes parents pendant qu'ils te traitent comme un inconvénient. Ils n'étaient pas comme ça avant. Si, ils l'étaient. Tu ne le voyais juste pas parce que tu étais trop occupé à essayer d'être la bonne fille. Une infirmière est entrée pour me donner mon congé, ce qui nous a donné à tous les deux le temps de nous calmer. Marc m'a aidé à m'habiller, faisant attention à mes côtes. Il n'a pas dit grand-chose, et je n'ai pas insisté. Grand-père Jean nous a retrouvés à la maison avec Sophie, qui était nourrie, changée et heureuse. Comment te sens-tu, ma chérie? Comme si je m'étais fait renverser par une voiture. J'ai essayé de plaisanter, mais c'est tombé à plat. Marc a pris Sophie, et je l'ai regardé tenir notre fille, déposant des baisers sur sa tête. Il m'a regardé par-dessus son duvet de cheveux. Nous devons parler de ça correctement, mais d'abord, tu as besoin de te reposer. Au cours des jours suivants, j'ai à peine quitté le canapé. Mes côtes rendaient chaque mouvement atroce, et la commotion signifiait que je ne pouvais pas regarder d'écran très longtemps. Marc a pris congé de son travail pour s'occuper de moi et de Sophie. Grand-père Jean passait tous les jours, apportant de la nourriture, aidant avec le bébé, étant simplement là. Ma mère a appelé 2 fois. La première fois pour me dire qu'elle était contente que j'aille bien, mais qu'elle avait été terriblement inquiète et n'avait pas bien dormi à cause du stress que j'avais causé. La deuxième fois pour demander si je pouvais virer le paiement du mois prochain quelques jours plus tôt parce que papa voulait réserver un voyage de pêche. Je lui ai dit que j'y penserais et j'ai raccroché. Le 4e jour, Marc s'est assis à côté de moi sur le canapé, faisant attention de ne pas bousculer mes côtes. J'ai réfléchi à quelque chose. Ouais. À quand remonte la dernière fois où ta mère ou ta sœur t'ont demandé comment tu allais? Pas parce qu'elles avaient besoin de quelque chose, mais juste pour prendre des nouvelles? J'ai ouvert la bouche pour répondre et j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'en souvenir. Chaque appel, chaque message texte, chaque visite au cours des 10 dernières années avait été à propos d'elles. Leurs problèmes, leurs besoins, leurs urgences. Je ne peux pas m'en souvenir, ai-je admis. Manon n'a jamais même rencontré Sophie, n'est-ce pas? Elle est occupée avec son article. Je ne savais pas cela. La réalisation s'est installée sur moi comme un poids. Elle ne m'a pas dit qu'elle était en ville. Parce qu'elle ne se soucie pas vraiment de toi, Valérie. Tu n'es pas leur fille ou leur sœur. Tu es leur distributeur de billets. Et j'en ai fini de te regarder te faire du mal pour des gens qui ne quitteront même pas un cours de poterie quand tu es à l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu dois arrêter de leur envoyer de l'argent. Tout. Immédiatement. La peur m'a transpercé. Marc, je ne peux pas juste leur couper les vivres. Ils dépendent de cet argent. Papa a un revenu fixe et maman ne travaille pas, et
Et ce n'est pas ta responsabilité. Ce sont des adultes. Ils se débrouillaient avant que tu commences à leur envoyer de l'argent, et ils se débrouilleront après. Mais l'hypothèque n'est pas ton hypothèque. Valérie, nous avons notre propre hypothèque. Nous avons notre propre enfant à élever. Nous avons notre propre avenir à planifier. Tes parents sont dans la fin de la cinquantaine. Ils ne sont pas âgés. Ils ne sont pas handicapés. Ils peuvent trouver une solution. Tu ne comprends pas. Si j'arrête, ils vont. Ils vont quoi? Te renier? Parce que de là où je suis assis, je ne suis pas sûr de ce que tu tires de cette relation de toute façon. Je n'avais pas de réponse à cela. La voix de Marc s'est adoucie. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais l'idée de le faire réellement, de leur couper les vivres, me rendait malade. Cette nuit-là, après que Marc se fut endormi, j'ai parcouru mon téléphone. J'ai regardé tous les messages de l'année passée. Maman demandant de l'argent pour un nouveau lave-vaisselle. Manon ayant besoin d'aide avec son assurance voiture. Papa voulant améliorer son camion. Maman ayant besoin d'argent pour les cadeaux de Noël. Manon demandant des billets en première classe pour voir son ami à Lyon. Pas une seule fois l'un d'eux n'avait posé de questions sur mon entreprise, sur le développement de Sophie, sur comment Marc et moi gérions notre nouvelle vie de parents. C'était juste demande après demande après demande. J'ai pensé au jour où j'ai commencé le travail pour l'accouchement. J'avais appelé maman, excitée et terrifiée, pour lui dire que nous nous dirigions vers l'hôpital. Elle a dit qu'elle essaierait de venir, mais qu'elle avait un rendez-vous chez le coiffeur et ne pouvait pas annuler sans perdre son acompte. Elle est arrivée 6 heures après la naissance de Sophie, est restée 20 minutes, et est partie parce qu'elle avait une réservation pour le dîner. Manon n'est jamais venue du tout. Elle a envoyé un message texte, félicitations. Les bébés ne sont pas vraiment mon truc, mais je suis sûr qu'elle est mignonne. J'ai pensé à mon mariage, où j'avais payé les tenues de mes 2 parents et donné 3500 € à Manon pour être ma demoiselle d'honneur parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas se permettre les dépenses autrement. Elle a passé toute la réception à se plaindre de l'ennui des mariages. J'ai pensé à chaque anniversaire qu'ils avaient oublié, chaque réussite qu'ils avaient rejetée, chaque fois où j'avais eu besoin de soutien et où ils avaient été trop occupés. Et j'ai pensé aux cours de poterie. À ma mère entendant que j'avais été dans un grave accident de voiture et étant agacée par le désagrément. Quelque chose en moi a changé cette nuit-là. Quelque chose de fondamental et d'irréversible. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque et annulé tous les virements automatiques. Absolument tous. Puis j'ai appelé ma mère. Valérie. Salut, chérie. As-tu réfléchi à ce que je t'ai demandé à propos du virement du paiement du mois prochain en avance? En fait, maman, je dois te parler de ça. Oh, bien. Alors, tu peux le faire? Non, je ne le fais pas du tout. Je n'envoie pas le paiement du mois prochain ni aucun paiement après cela. J'ai fini. Silence. Je suis désolé, quoi? Je ne t'envoie plus d'argent. Je ne paie pas votre hypothèque. Je ne paie pas les dépenses de Manon. Je ne paie pas pour les ateliers ou les vacances ou les voyages de pêche ou quoi que ce soit d'autre. Valérie, ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Je vous ai envoyé plus de 300 000 € au cours des 10 dernières années. Et quand j'étais à l'hôpital après un accident de voiture, tu n'as pas pu prendre la peine de quitter ton cours de poterie pour aider ta petite fille. Alors, j'ai fini. Tu ne peux pas être sérieuse, chérie. Nous dépendons de cet argent. Alors je suggère que vous trouviez un autre moyen de vous débrouiller. Papa a un emploi. Tu pourrais en trouver un aussi. Manon a 30 ans. Elle peut subvenir à ses besoins. Mais l'hypothèque n'est pas mon hypothèque. Toi et papa avez acheté cette maison. Vous en êtes responsables. Nous l'avons achetée pour vous les enfants. Nous l'avons achetée pour que vous ayez une belle maison en grandissant. Et j'apprécie cela. Mais j'ai déménagé il y a 12 ans. Cette maison n'a pas été pour moi depuis plus d'une décennie. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Et alors? Tu vas juste nous abandonner? Nous laisser sans abri? Vous n'allez pas être sans abri. Vous pouvez vendre la maison, déménager dans quelque chose de plus abordable, où vous pouvez tous les deux trouver des emplois et couvrir l'hypothèque vous-même. Mais ce n'est plus ma responsabilité après tout ce que nous avons fait pour vous.
Tout ce que vous avez fait pour moi? Comme quoi, maman? Comme refuser de garder ta petite fille quand j'étais aux urgences? Comme oublier mon anniversaire 3 années de suite? Comme passer chaque conversation à demander de l'argent? Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri et habillé et mis un toit au-dessus de ta tête. C'était votre travail en tant que parent. C'est le strict minimum. Cela ne vous donne pas droit à un demi-million d'euros de mon argent. Espèce d'ingrate, égoïste. Je suis égoïste? Je suis celle qui est égoïste? Je vous ai donné tout ce que vous avez demandé pendant 10 ans. J'ai sacrifié ma propre sécurité financière, mon mariage, ma tranquillité d'esprit, tout cela pour vous soutenir. Et tu ne peux même pas faire semblant de t'en soucier quand je suis blessé. Nous nous en soucions. Mais tu dois comprendre, nous avons nos propres vies. Nous ne pouvons pas juste tout laisser tomber chaque fois que tu as une crise. Ce n'était pas une crise, maman. C'était un accident de voiture. J'étais blessé. Mon bébé était seul à la maison. Ce n'est pas une crise. C'est une urgence. Et tu as choisi le cours de poterie plutôt que ta propre petite fille. Elle pleurait maintenant. Manon a raison à ton sujet. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous juste parce que tu avais cet argent de l'héritage. Manon a dit ça? Elle a dit que tu nous prenais de haut. Que tu pensais que nous te devions quelque chose. J'ai ri, et ça a fait mal à mes côtes. L'argent que j'ai envoyé ne vient pas de mon héritage. Il vient de mon entreprise. Chaque dollar que je vous ai envoyé, je l'ai gagné. Et Manon devrait le savoir puisqu'une bonne partie de cet argent est allée la soutenir pendant qu'elle se cherche. Tu vas regretter ça. La famille, c'est pour toujours. Valérie, tu ne peux pas juste nous jeter. Je ne vous jette pas. Je pose une limite. Si tu veux une relation avec moi, avec Sophie, tu es la bienvenue pour en avoir une. Mais elle sera basée sur une véritable dynamique familiale, pas sur des transactions financières. Plus de demande d'argent. Plus de me traiter comme un distributeur de billets. Si tu ne peux pas faire ça, alors peut-être que nous n'avons pas de relation après tout. Tu fais une énorme erreur. Peut-être. Mais c'est mon erreur à faire. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Mes mains tremblaient, mais je me sentais curieusement calme. Plus légère d'une certaine manière, comme si j'avais porté un poids dont je ne réalisais pas qu'il m'écrasait jusqu'à ce que je le pose. Marc m'a trouvé sur le canapé en train de fixer mon téléphone. Tu l'as fait? Je l'ai fait. Il s'est assis à côté de moi, m'a tiré doucement contre son épaule. Comment te sens-tu? Terrifié. Soulagé. Triste. Tout cela à la fois. C'est normal. Elle m'a traité d'égoïste. Bien sûr qu'elle l'a fait. Tu viens de couper sa source de revenus. Elle va dire tout ce qu'elle pense qui te fera sentir assez coupable pour changer d'avis. Et si elle avait raison? Et si j'étais égoïste? Valérie, mon amour, poser des limites n'est pas égoïste. Prendre soin de sa propre famille n'est pas égoïste. Tu as passé 10 ans à les faire passer en premier, et ils n'ont même pas eu la décence d'être là quand tu avais le plus besoin d'eux. Ce n'est pas une relation. C'est de l'exploitation. Au cours des jours suivants, mon téléphone a explosé. Maman a appelé 17 fois, laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Papa a appelé, en colère, exigeant de savoir ce que je pensais faire. Manon m'a envoyé une série de messages textes qui commençaient par des supplications et finissaient par des insultes vicieuses. Je les ai tous bloqués. Puis sont venus les messages de la famille éloignée, tantes, oncles, cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tous soudainement très préoccupés par ma relation avec mes parents. Je déchirais la famille. Ils disaient que j'étais cruel. Comment pouvais-je abandonner ma propre mère et mon propre père? J'ai envoyé un message dans la discussion de groupe familial, si quelqu'un veut connaître ma version de l'histoire, je suis heureuse de la partager. Sinon, s'il vous plaît, restez en dehors de ça. 3 personnes ont demandé. 3 sur 27 membres de la famille. Je leur ai tout raconté. L'argent, le cours de poterie, la façon dont j'avais été traité. 2 d'entre eux se sont excusés et ont reculé. L'une d'elles, ma tante Caroline, a dit qu'elle n'était pas surprise. Ta mère a toujours été comme ça, a-t-elle dit quand elle m'a appelé.
Elle a fait la même chose à ta grand-mère Rose pendant des années. Elle a pris et pris et pris jusqu'à ce que finalement ton grand-père mette le holà. C'est pour ça qu'elles ne sont plus proches. Je ne savais pas ça. Ta mère n'en parle pas. Elle est très douée pour jouer la victime. Mais je suis fier de toi pour t'être défendu. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile. Certains jours, je me sentais forte et certaine. D'autres jours, je me sentais coupable, cruelle et égoïste. Marc était infiniment patient, me rappelant que ce que je ressentais était normal, que je faisais la bonne chose, que je ne pouvais pas m'immoler par le feu pour réchauffer les autres. Grand-père Jean était encore plus direct. Ta mère a fait ses choix et maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Ce n'est pas ta faute ou ta responsabilité. 3 semaines après que je leur ai coupé les vivres, j'ai reçu un message de Manon. Juste une ligne. Maman et papa vendent la maison. J'espère que tu es contente. J'ai été surprise par le peu de choses que j'ai ressenties en le lisant. Pas de culpabilité, pas de tristesse, juste un sentiment lointain d'inévitabilité. J'ai répondu, j'espère qu'ils trouveront quelque chose qu'ils peuvent se permettre. Elle n'a pas répondu. 1 mois plus tard, Marc est rentré du travail avec des nouvelles. J'ai croisé ton père aujourd'hui à l'épicerie. Oh. Il a l'air bien, en bonne santé. Nous avons parlé 1 minute. Il a dit qu'ils avaient trouvé un joli appartement à Créteil. 2 chambres, une hypothèque beaucoup moins chère. Il a pris des quarts de travail supplémentaires. Ta mère a trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie. Elle l'a fait? Ouais. Il a dit que ça a été un ajustement, mais qu'il se débrouille. Puis il a demandé de tes nouvelles et de celles de Sophie. Il voulait savoir s'il pouvait la voir un jour. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'il devrait t'appeler et te le demander lui-même. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le nom de papa sur l'écran. J'ai répondu. Valérie? Salut. Salut, papa. J'ai croisé Marc aujourd'hui. Il a mentionné que. Silence gêné. Écoute, je ne vais pas ramper, a-t-il dit finalement. Mais je vais m'excuser. Pour beaucoup de choses. Pour avoir pris ton argent pour acquis, pour avoir laissé ta mère te traiter comme elle l'a fait, pour ne pas t'avoir défendu quand j'aurais dû. Je n'ai rien dit. Tu as eu raison de nous couper les vivres. Je ne le voyais pas à l'époque, mais tu avais raison. Nous nous sommes installés confortablement à vivre de ta générosité et nous avons oublié d'être réellement tes parents. C'est de notre faute. Merci d'avoir dit ça. Je me débrouille. Ta mère n'est pas encore prête à l'admettre. Elle est toujours assez en colère, mais elle le sera un jour. En attendant, je me demandais si peut-être je pourrais voir Sophie parfois. Si tu es ouverte à cela. Je sais que je ne le mérite pas, mais c'est ma petite fille et j'aimerais être dans sa vie sans les histoires d'argent. Juste en tant que son grand-père. J'ai regardé Sophie dormir dans son Moïse. Je pense que nous pouvons arranger ça. Vraiment? À la condition que l'argent ne soit jamais évoqué. Pas comme une blague, pas comme une allusion, pas du tout. À la seconde où toi ou maman me demandez de l'argent, j'arrête. Pour de bon. Compris. Absolument compris. Nous avons fait des plans pour qu'ils viennent ce week-end-là. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps en ce qui concernait mon père, de l'espoir. Marc a haussé les sourcils quand je lui ai dit. Tu es sûr de ça? Non. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Il avait l'air sincère. Et s'il ne l'est pas, alors je saurai que je lui ai donné une chance et l'échec sera le sien, pas le mien. Papa est venu ce samedi-là. Il a apporté un lapin en peluche pour Sophie et n'est pas resté longtemps. Il l'a juste tenu un peu, a eu les larmes aux yeux, et est parti. Il m'a envoyé un message texte après, merci de m'avoir laissé la voir. Ça signifie tout pour moi. Il est revenu 2 semaines plus tard. Puis encore la semaine d'après. Chaque visite était courte, respectueuse, ne demandant jamais rien. Juste un grand-père apprenant à connaître sa petite fille. Maman n'a jamais pris contact. Selon papa, elle était toujours convaincue que j'avais réagi de manière excessive, que je leur devais quelque chose, que j'étais vindicative. Il n'a pas insisté, et j'ai apprécié cela.
Manon m'a envoyé un dernier message des mois plus tard, après avoir apparemment épuisé toutes les autres options. Je déménage à Lyon. J'ai obtenu un vrai travail dans une agence de marketing, temps plein, avantages sociaux, tout le tralala. Je suppose que tu avais raison sur le fait de devoir subvenir à mes besoins. Je n'étais pas sûr si c'était des excuses ou juste un énoncé de fait, mais j'ai choisi de le prendre comme un progrès. En regardant en arrière maintenant, avec Sophie ayant presque 1 an, je ne regrette pas de leur avoir coupé les vivres. Oui, c'était dur. Oui, il y a eu des jours où j'ai douté de moi-même. Mais ma vie est tellement meilleure sans ce drainage financier et émotionnel constant. Marc et moi avons remboursé 14 000 € de dettes de carte de crédit que je traînais. Nous avons entièrement financé le compte d'épargne-études de Sophie. Nous avons pris de vraies vacances, juste nous 3, en Provence. Nous respirions mieux, dormions mieux, nous disputions moins. Et j'ai appris quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est à propos de qui est là pour vous quand tout s'effondre. Grand-père Jean est là. Il est chez nous au moins 2 fois par semaine à jouer avec Sophie, lui apportant de petits cadeaux, lui racontant des histoires. C'est l'arrière-grand-père que chaque enfant devrait avoir. Les parents de Marc sont là. Ils sont revenus de Nantes par avion à la seconde où ils ont entendu parler de l'accident. Ils ont été incroyables avec Sophie, d'un grand soutien pour nous, ne dépassant jamais les bornes ni n'étant exigeants. Ma tante Caroline est là. Elle appelle toutes les 2 semaines juste pour prendre des nouvelles. Pas d'agenda, juste de l'attention sincère. Ma mère a choisi le cours de poterie. Manon a choisi son article. Papa essaie de reconstruire quelque chose, et je le laisse faire, mais prudemment, avec des limites claires. Et je suis là pour moi-même, pour ma fille, pour mon mari, pour la famille que j'ai construite, pas la famille dans laquelle je suis né. S'il y a quelque chose que je veux que les gens retiennent de mon histoire, c'est ceci: vous ne devez à personne un accès illimité à vos ressources simplement parce que vous partagez le même ADN. C'est acceptable de poser des limites. C'est acceptable de dire non. C'est acceptable d'attendre des gens que vous soutenez qu'ils soient là pour vous quand vous avez besoin d'eux. Et c'est acceptable de partir quand ils ne peuvent pas respecter cette norme de base. L'amour ne devrait pas être transactionnel, mais il devrait être réciproque. La vraie famille sera là pour vous sans qu'on le lui demande, sans attendre de paiement, sans vous faire sentir coupable d'avoir des besoins. Si les gens dans votre vie ne peuvent pas faire ça, il pourrait être temps de redéfinir ce que la famille signifie pour vous. Parce qu'à la fin de la journée, la famille que vous choisissez est souvent plus loyale que la famille dans laquelle vous êtes né. Et vous méritez des gens qui laisseraient tout tomber pour être là pour vous, pas des gens qui vous voient comme une obligation ou un distributeur de billets. J'ai appris cette leçon dans un lit d'hôpital avec des côtes fissurées et une commotion cérébrale quand mon grand-père de 82 ans a traversé la ville en voiture pendant que ma mère finissait son cours de poterie. La meilleure leçon que j'ai jamais apprise.